Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce cycle de conférences Ville et créativité de l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève. Moi, je suis Sandro Catacin, directeur de cet institut et content qu'on a réussi à réaliser ce cycle de conférences durant ce semestre. Triste un peu parce que c'est la dernière fois. Aujourd'hui, ce cycle se finit avec une présentation de Fiorenza Gamba sur le thème des rituels et de la ville et de son futur. Je suis très curieux de l'entendre. Ce cycle de conférences a été organisé avec Fiorenza Gamba, comme vous le savez, si vous l'avez suivi. Mais on a aussi eu un grand soutien de la part des étudiants du master en sociologie. Un soutien que je sentais tout le temps en fait et que j'ai beaucoup apprécié aussi parce qu'il était verbalisé, il était dit et du coup à moi de vous remercier pour votre participation, pour votre préparation aussi, quand vous présentez les gens qui intervenaient, c'était toujours très professionnel et très bien fait. Donc, merci beaucoup, Christella Tepelena, merci beaucoup, Jean Oiseau, merci Malaika Nagel, merci Hélène Yeboah, merci Anna-Maria Regli et merci aussi à Valentine Donzelot. J'espère que j'ai oublié personne et j'aimerais du coup effectivement ouvrir cette dernière séance en passant la parole à Fiorenza Gamba. Mais 2 mots avant, peut-être sur elle-même. Fiorenza, je la connais depuis quelques années. Désormais, j'apprécie beaucoup sa manière de penser autrement les choses, qui vient probablement aussi d'une éducation qui est rare en sociologie, à savoir une éducation en philosophie où elle a fait ses études à Turin d'abord pour puis faire sa thèse à l'université de Sorbonne en philosophie, retournant à faire de la sociologie de la culture à Turin où elle a fait sa deuxième thèse, voilà, et vu qu'elle n'avait pas beaucoup de choses à faire, elle y a ajouté en termes disciplinaires un HDR en anthropologie. Donc, 3 histoires qu'elle a développées en nous montrant toutes ses compétences. Son HDR, d'ailleurs, est sur le thème du digital et de la mort. Tu as écrit à Firenze un livre, je pense que je t'ai demandé de le préparer, tu peux nous le montrer? Oui, bien sûr. Voilà, Mémoire et immortalité au temps du numérique, sorti chez l'Harmattan. Actuellement, elle travaille sur des projets avec moi d'ailleurs, avec des collègues belges, sur les questions d'inclusion dans la ville. Et je pense qu'aujourd'hui, on aura un petit aperçu de ses recherches et de ce qu'elle est en train de faire. C'est une recherche comparative sur 7 villes européennes. Je pense que tu te concentreras sur Genève aujourd'hui, mais on entendra ça dans quelques instants. Donc, spécialiste de ces thématiques, elle est affiliée à l'IRS aujourd'hui. En même temps, elle est professeure associée à l'université de Sassari en Italie, où elle enseigne, où elle travaille sur des thématiques liées au processus culturel dans nos sociétés. Sa conférence sur la ville est une conférence qui montre probablement aussi ce qui est son parcours de travail sur la ville, à savoir un passage de la sémiotique de la ville, des signes de la ville, de la confrontation avec la réalité urbaine toujours plus empirique pour arriver aujourd'hui vraiment à relier ce qui est la ville imaginée, la ville dans les représentations, avec des pratiques que tu appelleras certainement culturelles, mais des pratiques quotidiennes, en tout cas, qui font que la ville se reproduit et que la ville existe. Je suis très curieux de t'entendre. On aura après le plaisir d'avoir 2 commentaires de Nicolas Croquet et d'André Ducret. Nicolas Croquet, directeur artistique de l'association Il fallait bien innover à Genève, conceptualise souvent des, des interventions avec le soutien artistique dans la ville de Genève et donc du coup très important aussi à voir comment lui nous lit ses travaux de Fiorenza. André Ducret, il ne faut pas trop le présenter, je pense que tout le monde le connaît, sa spécialisation c'est la sociologie de l'art. Longtemps professeur à l'Université de Genève, aujourd'hui émérité. Un de ses livres qui est sorti chez nous, c'est celui-ci, À quoi servent les artistes. Je suis très curieux de voir comment il va prendre ce défi de commenter
cette recherche et cette présentation de Fiorenza Gamba. À toi donc la parole, Fiorenza, pour ta présentation. Merci beaucoup, Sandro. C'est une présentation exceptionnelle et bonsoir à toutes et à tous. Je commencerai ma présentation par la littérature, exactement avec Italo Calvino. Dans les villes invisibles, Calvino raconte des différentes villes groupées dans plusieurs catégories. Il y a les villes de la mémoire, les villes effilées, les villes cachées et aussi les villes du désir. À chacune, il donne un prénom de femme. Parmi les villes du désir, il y a Fedora, la métropole de pierre grise telle que nous la voyons aujourd'hui. Dans son centre, dans le centre de Fedora, il y a un palais de métal où sont conservées des petites boules de verre contenant des petites maquettes azur. Ce sont des petites Fedora créées par les désirs des habitants, seulement imaginées et jamais réalisées. Ce sont des villes possibles, mais des petites villes qui ne sont pas réelles. Désir et imagination, c'est là le point pour Calvino. Dans notre page, dans laquelle il présente son texte, Les villes invisibles, il remarque que la question qui se présente aujourd'hui, c'est à quelle vie nous pensons aujourd'hui? Quelles sont les raisons qui font vivre les personnes dans les villes, au-delà de tout moment de crise? Et jamais comme aujourd'hui, cette inquiétude a été tellement actuelle. Les villes tiennent ensemble plusieurs choses, comme dit Calvino, la mémoire, le désir, les échanges. Et donc, pas seulement des questions économiques, mais plein d'autres choses qui font des liens très forts entre la ville et les gens qui l'habitent. En d'autres mots, on pourrait définir cette condition avec les mots d'un philosophe, Marcel Hénaff, qui définit l'habitabilité pas comme une condition technique à satisfaire pour pouvoir habiter dans une ville, mais comme la condition qui transforme un espace dans un lieu où l'on peut vivre bien. Alors, dans quelle manière on peut imaginer un lieu où on peut vivre bien? Dans quelle manière on peut imaginer une ville habitable? Bon, évidemment, plusieurs villes se sont posées la question en ce moment. Genève, par exemple, a lancé un projet qui s'appelle Genève 2050, où, excuse-moi, pas la ville de Genève, mais les cantons de Genève a lancé ce projet pour penser, imaginer la ville du futur, un futur pas tellement loin dans les temps, mais encore à venir. Et donc, il y a plusieurs facettes de cette ville imaginaire en ce moment. Il y a la ville durable qui se concentre sur l'écologie, la ville solidaire, la ville innovante, la ville technologique. Ce sont toutes des images des villes futures qui, on peut les faire correspondre aussi à des utopies et qui peuvent prendre des formes différentes. Donc, ils peuvent être des utopies, mais aussi bien des dystopies. Par exemple, une ville du futur, encore pas totalement réalisée, donc une ville imaginée à ce moment, c'est la ville New Songdo City. C'est une ville dans la Corée du Sud, à 60 km de la ville de Séoul, c'est une ville créée à partir du néant où tout est contrôlé, surveillé et optimisé par la technologie numérique. Dans la santé, au garde d'enfants, loisirs, le parking, tout est vraiment défini par la technologie. Là, c'est vraiment une ville imaginée pour le futur, mais on ne sait pas, on n'a pas encore des données suffisantes pour définir si c'est une ville vraiment qui représente un désir ou plutôt un cauchemar. Mais il y a d'autres manières de penser des villes pour le futur, des villes habitables, des open cities, comme on les appelle habituellement. Des villes, c'est-à-dire qui sont à mesure d'accueillir et de créer appartenance. Créer appartenance dans un sens
pas vraiment exclusives, donc ce ne sont pas des villes qui se concentrent sur l'origine, sur la fermeture de la ville, mais plutôt une appartenance inclusive, ouverte, qui essaye de tenir ensemble les différences. De ce point de vue, Genève est un bon exemple de cette habitabilité, de cette pensée pour le futur. On peut la penser aussi comme un atelier pour imaginer ce futur. Il y a plusieurs raisons pour affirmer ça. Principalement, c'est sa condition d'agglomération transfrontalière. Du fait d'être le Grand Genève, Genève fait partie d'une entité, on pourrait dire, technocratique, produite par l'attraction que la ville exerce sur les pays et les territoires qui l'entourent. Mais malgré le Grand Genève est constitué comme entité institutionnelle, et malgré les efforts qu'ils sont en train de faire, les sentiments d'appartenance à cette idée d'abord et à ce territoire ensuite n'est jamais vraiment développé parmi les habitants. Le Grand Genève demeurant un espace imaginaire. Alors, qu'est-ce que pourrait servir par contre pour imaginer une ville de futur, une grande Genève du futur comme lieu habitable, dans le sens comme un lieu où il est bien vivre? On peut considérer plusieurs aspects. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'une ville soit une ville très agréable à vivre, très habitable. Et évidemment, les questions économiques sont importantes. Mais cela ne suffit pas. Alors, pendant toute nos recherches, on a concentré l'attention sur le fait que les rituels sont un élément important pour donner la possibilité à une ville, donc à une communauté qui vit dans la ville, de développer appartenance à un territoire. Et en même temps, les rituels sont des exemples, et quand je parle des rituels, je fais référence à des rituels contemporains, sont des exemples de créativité et d'inclusion territoriale. Il y a plusieurs raisons, évidemment, pour justifier cette capacité qu'ont les rituels. Pourquoi les rituels sont en mesure de déclencher cette possibilité? Donc, tout d'abord, pour la structure même des rituels. Un rituel est un ensemble de comportements qui ont une valeur symbolique qui interrompent l'ordre, la routine quotidienne. Bien plus, ils sont à mesure de suspendre et parfois d'invertir aussi les rôles et les statuts des participants. Le carnaval, c'est un exemple. Les hiérarchies sont bouleversées. Aussi bien, les rituels agissent dans la direction d'une transformation qui peut être temporaire ou permanente, ça dépend de la forme et de la cyclicité du rituel. Et surtout, les rituels permettent et se caractérisent par une effervescence et une grande expression d'émotion. Ce qui permet aux gens vraiment de se mélanger ensemble. Et encore, une autre caractéristique des rituels contemporains, c'est le fait qu'ils sont pour la plupart liés aux espaces-temps du loisir. C'est là que s'ouvre vraiment ce que Victor Tarn a défini comme un espace luminoïde, c'est-à-dire un espace où vraiment toutes les contraintes qui normalement sont actives dans la vie quotidienne, dans la routine de l'ordre, c'est brise. Et donc, c'est un lieu d'initiative, de liberté, d'expression.
et aussi des performances. Un autre élément qui rend vraiment les rituels très efficaces pour activer l'appartenance, les sentiments d'appartenance, et cela est lié au rituel contemporain, évidemment, c'est leur caractère d'invention ou parfois de réinvention. Dans les mondes contemporains, les rituels traditionnels ne sont pas complètement disparus, mais ont très fréquemment laissé la place à des rituels qui ont été inventés ou alors sont des véritables élaborations des rituels traditionnels. Cela permet cette transformation, cette insertion contemporaine de produire une narration commune et un objectif commun. Si cela n'existe pas, alors cet sens de communauté, d'appartenance, c'est difficile qu'il va se développer. Et plus la narration est ample et plus les personnes qui participent peuvent se reconnaître et peuvent s'identifier dans ce genre de rituels. Un autre élément des rituels contemporains par rapport à cette efficacité de produire appartenance, c'est justement la possibilité d'une participation personnalisée. Quand on parle de participation personnalisée au rituel, on entend la possibilité pour chacun de choisir dans quelle manière et si on a envie de le faire, à quel niveau d'engagement physique et émotionnel on peut participer au rituel. C'est ce qui normalement on appelle interprétation par rapport à un rôle. Un rôle, c'est quelque chose de déterminé, de fixe, mais on peut vraiment jouer les rôles dans des manières très différentes. Cette idée est vraiment très, très efficace dans les rituels contemporains, qui laissent la liberté aux participants de s'engager selon la vie, selon les contextes, selon vraiment la situation. Encore, un autre élément important des rituels contemporains qui produisent appartenance, c'est l'importance qu'il y a l'espace dans ces rituels. Il s'agit normalement des espaces publics qui deviennent un contexte de production symbolique et donc un contexte d'inclusion et d'appartenance. Normalement, il y a aussi des situations d'exclusion. Mais normalement, les rituels de ce genre sont vraiment des rituels d'inclusion et d'appartenance. L'appartenance, et c'est là l'aspect intéressant d'après moi, et pas seulement d'après moi, et sur lequel on travaille en ce moment, c'est le fait que l'appartenance, c'est une appartenance à une communauté. À une communauté, mais c'est une appartenance qui passe à travers l'espace. Donc, c'est un genre d'appartenance plus faible, si vous voulez, mais en même temps plus inclusive. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe strict, exclusif, mais c'est l'appartenance à un lieu où tout le monde peut vraiment appartenir. Et donc, les habitants, les nouveaux arrivants, les personnes mobiles, et tous les gens, les touristes, et tous les gens qui se trouvent dans une section spatio-temporelle, dans un espace où chacun peut se sentir à l'aise. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui concernent les rituels qui nous aident à comprendre pourquoi peuvent être joués comme des outils vraiment pour produire appartenance. Mais avant de le faire, j'aimerais bien vous montrer une vidéo. Il s'agit d'une vraiment tout petit morceau du rituel, d'un événement qui a eu lieu à Genève entre la fin de septembre et le début d'octobre 2017. Et c'est exactement je pense que beaucoup parmi vous le connaissent, la saga des géants, qui a été un événement très
très grand succès qui a duré 3 jours entre la fin de septembre et le début d'octobre. Les personnages, c'était des grands géants, la grand-mère et la fillette, qui se sont déplacés dans les lieux les plus importants du point de vue symbolique de Genève, les bâtiments de force motrice, Carouge, l'Impalais, le parc de la Grange, donc je me rappelle bien la rotonde Mont-Blanc et aussi, bien sûr, les lacs Léman. Donc, ce parcours itinéraire qui s'est prolongé pendant 3 jours, une participation immense, un public vraiment difficile à voir dans ce nombre, et a donné à moi et à mon groupe de recherche quelques éléments de réflexion. Pourquoi? Combien de gens, beaucoup de gens étaient tellement prises pour cet événement très simple, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses à comprendre. C'était très simple, très linéaire. Mais avant, j'essaie de vous montrer la vidéo. C'est une vidéo que j'ai fait moi-même, donc la qualité, c'est pas vraiment exceptionnel. Ça dure 2 minutes 30, mais je pense qu'elle est utile pour comprendre l'ambiance qu'il y avait dans cette journée. Peut-être que j'arrive à le faire. Hein? Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si les sons étaient, si vous avez, si vous l'avez entendu, si vous avez vu assez bien
la vidéo. Mais l'intérêt pour moi, ok, merci. L'intérêt pour moi, c'était vraiment de voir comme dans un lieu un espace très étendu, dans ces cas-là, il y avait des formes, des performances, des participations qui c'est, comment dire, complémentaires. On avoue effectivement la figure centrale, la grand-mère qui est déplacée par les rues de Genève à l'aide de ce groupe des 5 ans lilliputiens qui la déplacent et la font mouvoir, etc. Les gens qui suivent cette procession, on pourrait dire, mais aussi des performances complémentaires qui se mêlent à la procession, le déplacement de la grand-mère, par exemple, les groupes qui jouent de la musique derrière la grand-mère. Et donc, c'est vraiment une occasion où explosent des manières de participer ensemble dans un espace qui, en ce cas-là, ce n'est pas un espace exactement défini, fermé, mais c'est un espace étendu. L'aspect intéressant de cet événement de la saga des géants a été vraiment l'émotionnalité qui a suscité dans les publics, mais en même temps, la limite de cette manifestation, c'était une manifestation qui s'est produite une fois et après, bon, plus jamais. Donc, les rituels, c'est quelque chose qui a besoin de se reproduire pour vraiment produire de l'appartenance et d'être perçu comme un rituel. Alors, à partir de cette analyse qui met en évidence aussi le fait que la fête, la saga des géants était un événement organisé en modalité, comme on peut dire, top-down, dans le sens que c'était très, très organisé, comme il a coûté vraiment très, très cher par beaucoup d'institutions. Donc, c'est un événement qui n'a pas été géré par les publics, par les participants. Mais ça nous permet vraiment de réfléchir sur la dynamique des rituels et l'importance que les rituels ont pour les gens qui habitent un territoire. Dans le sens qu'une modalité opposée, par exemple la modalité bottom-up, on peut la penser vraiment comme un élément important pour définir, pour produire des rituels qui sont à mesure de générer des appartenances. Un exemple en ce sens, c'est une fête qui nous avons observée dans la ville de Turin, que c'est ma ville, et c'est exactement la fête, les rituels de la baignade de la fin de l'année. Là, c'est quelque chose de totalement opposé. C'est une fête, un rituel totalement spontané, donc vraiment organisé en modalité bottom-up par les étudiants qui se retrouvent la dernière jour de l'année dans la place du centre-ville avec les fontaines. Et là, de manière très spontanée, ils passent quelques heures à se baigner dans les fontaines, que c'est tout à fait quelque chose d'interdit. Donc, là vraiment, se développe un espace luminoïde où toutes les règles sont mises en suspens et c'est vraiment l'expression de ce groupe des personnes, les étudiants du lycée qui fêtent la fin de l'année. Mais ce sont des exemples extrêmes. Normalement, les rituels, les fêtes ne sont plus souvent organisés en modalité top-down et très rarement organisés en modalité totalement bottom-up. Il y a, comment dire, un mélange.
pour voir ce qui se passe dans le territoire de Grand Genève, et donc aussi dans la ville de Genève, parce que c'était là les points d'intérêt, on a essayé de, comment dire, étudier les terrains. Et avec les étudiants de l'atelier de l'identité et urbanité de l'année dernière, on a recensé à peu près 180 rituels du Grand Genève pour comprendre vraiment quels sont les éléments qui peuvent susciter émotion et envie de participer pendant les gens, les participants. Alors, à la fin de cette recherche, on a identifié 4 grandes thématiques qui étaient vraiment très présentes dans les rituels analysés. La première, c'est l'opposition et la contradiction, si vous voulez, entre la frontière et la continuité du paysage. La deuxième, l'imaginaire lacustre, qui est beaucoup présente dans les fêtes, dans les rituels. La troisième, les terroirs. Et la quatrième, les liens entre la musique et la mobilité. Donc, à partir de ces 4 thématiques, on a pensé que peut-être c'était intéressant de encore pouvoir réfléchir dans quelle manière produire vraiment des rituels d'appartenance dans les territoires du Grand Genève et de Genève en particulier, pour vraiment penser et imaginer une ville du futur qui ne soit pas seulement une ville, bien sûr, durable, innovante, avancée d'un point de vue technologique, respectueuse de l'environnement, mais aussi une ville où l'appartenance, l'inclusion est un élément important. Et donc, on a pensé, là, c'était vraiment un moment d'une rencontre heureuse avec Nicolas, parce que on a combiné notre envie de continuer à rechercher les éléments d'inclusion dans les territoires de Grand Genève avec quelqu'un qui déjà était un acteur actif en ce sens. Donc, heureusement, on a réussi à échanger sur ces points et donc, si tu me permets, Nicolas, j'utilise ces mots, on utilise les ateliers participatifs qui Nicolas et son initiative des ateliers participatifs mènent dans les territoires de Genève pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que sont les désirs, les attentes, les envies des gens qui habitent de manière stable ou non stable le territoire de Genève. Donc, comme peut-être quelqu'un a déjà pu entendre avant commencer la séance, ces projets à ce moment, pour des raisons qui sont bien connues, à un moment en suspens. On ne peut pas vraiment aller sur les territoires pour essayer de faire ces ateliers participatifs, mais c'est seulement une suspension temporaire. Quelle est l'idée pour comprendre les dynamismes qui intéressent les gens dans une situation de participation, d'inclusion sur le territoire. Donc, ils sont prévus, mais là, je pense que Nicolas peut après expliquer et illustrer beaucoup mieux de moi les projets. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'occasion de ces ateliers pour demander directement et échanger avec
les participants sur les effectifs désirs par rapport à ce sens d'inclusion. Mais ce n'était pas encore suffisant pour nous parce que, évidemment, les participants aux ateliers, ce sont un nombre généralement limité, en quelque manière très définie. Et alors là, on a eu l'idée, mais aussi la chance de lier les ateliers participatifs à l'usage d'une plateforme, et c'est la plateforme Participer qui est gérée en ce moment par les cantons. Et l'idée, c'est vraiment de composer ensemble la dimension physique qui est dans les ateliers, dans les lieux, dans les espaces de la ville, et cette dimension qui lui est liée de la plateforme et donc d'une participation plus ample. C'est évidemment, à ce moment, c'est quelque chose de très à la mode d'utiliser ces genres de plateformes. Mais là, pour nous, ce n'est pas seulement quelque chose qui correspond à quelque chose à la mode, mais tout d'abord, là aussi, c'est la rencontre avec les personnes qui nous ont accueillis dans les cantons. Donc, c'est encore un groupe qui évolue et peut faire des échanges ensemble. Mais c'est aussi vraiment l'idée d'élargir un nombre assez important des personnes, cette idée de participation qui est déjà utilisée dans d'autres contextes, mais pour nous, c'était important de l'avoir dans ce projet, qui c'est un projet complexe qui nous engage pour pas mal de temps. Je pense que aussi avec la suspension, avec les coronavirus, on arrive tranquillement en 2022 avant de terminer. Mais là, c'est vraiment un atelier en plein air, je voudrais dire, pour comprendre ce qui peut marcher pour imaginer une ville du futur dans la perspective de l'inclusion et de l'appartenance. Je pense que peut-être que je peux m'arrêter ici. J'aimerais, comme ça, je laisse la place vraiment créateur du projet dans les terrains, que c'est Nicolas. Et après, on peut échanger ensemble et discuter sur cet aspect. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Donc, c'est là pour moi l'intérêt de le présenter. Et merci. Merci Fiorenza. Je donne la parole tout de suite à Nicolas Croquet. À vous. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, Fiorenza, et puis bravo pour avoir maintenu le cycle de conférences malgré la situation. J'ai bien aimé l'idée de Genève ou du Grand Genève comme un atelier. C'est vrai qu'on le voit bien comme un grand laboratoire, une espèce de bulle transfrontalière où on peut expérimenter, notamment depuis que le territoire est raccordé au niveau mobilité par le tram, le train, etc. Même si en ce moment, c'est plus compliqué. Oui, alors le projet qu'on a eu la chance de pouvoir du coup développer ensemble suite à votre travail, et puis nous, dans le cadre du dispositif Le Sismographe, donc le sismographe qui est un dispositif sur le Grand Genève qui va capter les vibrations culturelles du Grand Genève. Donc, on met en place des manifestations artistiques et participatives, en général sur l'espace public, et où on va auprès des citoyens pour
aller chercher la mémoire, les usages, mais aussi les désirs, les idées, les envies qu'ils peuvent avoir pour leur territoire, que ce soit pour un quartier d'abord, une commune, une ville, ou pour le Grand Genève. Donc ce projet qu'on va développer et qui, j'espère, si tout va bien, commencera fin août 2020, début septembre 2020, sur le terrain. Ça s'appelle un tiers-lieu de culture. Donc l'idée, c'est d'aller créer des petites manifestations, performances et ateliers participatifs sur l'espace public, donc de créer des tiers-lieux pour que les gens puissent aller auprès des gens et puis qu'ils puissent, eux, s'approprier des outils et des temps forts, et d'aller leur poser la question à travers ces ateliers, donc en différents formats, souvent artistiques, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, qu'est-ce qu'ils aimeraient développer, qu'est-ce qui les fait vibrer comme manifestation fédératrice pour leur territoire. Donc on rejoint ces idées des rituels. Et puis de remonter tout ça du terrain, effectivement, jusque dans une consultation sur la plateforme de l'État de Genève, donc participer.ge.ch, qui elle-même pourra aller glaner et chercher beaucoup plus de monde. Donc ces séries d'interventions artistiques participatives, il y en aura autour de la danse, avec des collectifs d'artistes, comme le collectif du Feu de Dieu, qui vont rassembler les gens, les faire danser dans l'espace public, et puis ensuite, après avoir vécu des sensations, leur poser les questions et les faire jouer autour de ces idées de rituels et de manifestations pour le Grand Genève, ou encore autour des arts visuels, avec beaucoup de partenaires, comme je parlais des collectifs d'artistes, mais je pensais aussi à les jeunes étudiants qui veulent reprendre la Comédie de Genève, et qui ont monté une association qui s'appelle La Tragédie, qui, avec leurs bénévoles, vont nous soutenir dans cette démarche. Des émissions de radio également, donc le langage sera aussi sollicité. Et une restitution citoyenne et festive, on l'espère en 2021, en juillet 2021, où on invitera aussi les institutions, les communes, les villes, parce qu'on est soutenu dans ces projets-là par effectivement le canton à travers la plateforme, mais aussi la ville de Genève et d'autres communes, pour mettre en œuvre ce projet. Et puis les rendre dépositaires des contributions des habitants, et de voir si, effectivement, suite à ces interventions et cette consultation, on peut imaginer quelque chose de nouveau, ou alors valider des choses existantes, ou les conscientiser, les mettre en avant à travers ce travail. Et on se réjouit de pouvoir le commencer, et puis d'avoir ce socle qui est le travail que vous avez déjà pu faire sur le Grand Genève. Merci beaucoup. Une réaction, Fiorenza, un commentaire, une petite réaction. On passe la parole tout de suite, André. Tu veux dire quelque chose, Fiorenza? Oui, j'aime bien. Écoutant Nicolas, j'ai réfléchi sur les faits. Bien sûr, il y a un côté émotionnel parce que ça a été une rencontre plutôt, comment dire, comme ça, pas vraiment pensé à... C'était plutôt l'hasard, là. On était dans les mêmes, comment dire, dans les mêmes lieux en même temps. Et donc là, c'était vraiment quelque chose de très beau à pouvoir organiser. C'est pas évident, c'est ça que je veux dire. Mais aussi, ce que je voulais souligner, c'est le fait, quand on pense vraiment au rituel, je fais référence tout à l'heure le fait de l'importance des rituels bottom-up. C'est très rare de pouvoir les avoir. C'est quelque chose qui n'arrive pas généralement. Et donc, ces projets montrent comme il y a des différents acteurs qui jouent chacun son rôle. Et c'est intéressant de voir parce que chacun a une
fonctions différentes, des objectifs différents, mais tous ensemble, ils essaient d'arriver à un point commun, même si chacun maintient évidemment la propre identité. Là, je trouve que c'est très intéressant à analyser. C'est un aspect, pour moi, vraiment important à voir. Donc là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et aussi l'effet, et là, c'était la chance encore avec l'État de Genève et la plateforme, de pouvoir avoir ensemble la dimension très physique. Et alors, on le sait très bien à ces moments où le physique est plutôt renfermé. L'importance vraiment de l'échange émotionnel sur le terrain, mais aussi la possibilité de les faire circuler à travers le numérique. Et là, c'est un aspect qui, pour moi, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment envie de voir où on arrivera avec ça. Merci beaucoup. Et je propose qu'on passe la parole à André Ducret, qui va commenter de ce point de vue ce qu'il vient d'entendre. André. Réussi à me brancher. Voilà, j'y suis. Très bien. Alors, je vais intervenir un peu plutôt comme un vieux professeur à la retraite et comme un chercheur. Donc, dans l'exposé de notre collègue, il y a beaucoup de points qui m'ont intéressé. Alors, je vais peut-être être un peu long, un peu comme on fait dans une thèse, comme ça, poser des questions, essayer de mettre le conférencier ou la conférencière un petit peu sur le grill. J'ai trouvé le point de départ de l'exposé extrêmement intéressant, cette idée qu'en fond, la ville, c'est d'abord un fait d'imagination. C'est une idée qui est une vieille idée, hein, qui parsème toute l'histoire de l'urbanisme dans laquelle on a depuis très très longtemps des utopistes du XVIe siècle, aux urbanistes du XIXe siècle, aux urbanistes du XXe siècle, chaque fois des projets de villes, des villes imaginées, des villes parfois réalisées. Je pense à Cerda et à son plan pour Barcelone, ou alors des villes qu'on imagine très habitables, comme le plan voisin de Le Corbusier pour la ville contemporaine. Bref, toute l'histoire de la ville est faite en effet de faits d'imagination. Et puis, du côté des anthropologues ou des sociologues, il y a quand même pas mal d'auteurs qui se sont intéressés à cette question-là. Et j'aimerais quand même rappeler à cet égard les travaux de sociologues ou anthropologues grenoblois qui, dans les années 80, autour de Pierre Sansot, qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle Poétique de la ville, de Yves Chalas, qui a écrit énormément sur la ville également, de Henri Torgue, de Alain Pessin, toute une école de sociologie qui, dans ces années-là à Grenoble, a vraiment travaillé autour de la question de la ville comme fait d'imagination. Et alors, ce qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'est la référence à Italo Calvino. Vous savez ou vous ne savez pas que j'ai longtemps fréquenté l'architecture. J'étais enseignant en sociologie à l'école d'architecture ici, j'ai siégé dans les commissions d'architecture, et je me souviens que Calvino, à l'époque, les villes invisibles de Calvino, et c'est vrai à Genève, et c'était aussi vrai pour les architectes italiens, ça a été une grande source d'inspiration pour les architectes. Ils lisaient tous Calvino, ils imaginaient tous qu'à partir de Calvino, ça allait pouvoir nourrir leur projet d'architecture ou leur projet d'urbanisme. Et là, ça amène évidemment à une réflexion très intéressante sur les rapports qu'il peut y avoir entre la littérature comme fait de fiction et puis l'architecture comme fait de réalité, comme fait concret, pratique concrète, activité professionnelle concrète. Donc le point de départ, je le trouve tout à fait intéressant. Sur le choix de Genève comme terrain d'enquête, terrain sur lequel travailler sur cette question de la ville, et la ville comme capacité de tenir ensemble des différences, ces différences étant, on le sait, extrêmement nombreuses à Genève. Évidemment, le terrain, le Genevois, il est privilégié de ce point de vue-là. On est une petite ville, mais on est une petite ville où il y a beaucoup de différences qui se rejoignent. Je me souviens que l'Office du tourisme, il y a 2 ans, cherchait un slogan nouveau pour promouvoir Genève, et moi, j'avais participé au concours, j'avais trouvé « Encounter the World », c'est-à-dire à Genève, on rencontre le monde. C'était un petit peu ambitieux, évidemment, parce que Genève n'est pas Los Angeles, mais enfin, c'était un petit peu l'idée, quoi. Donc ça, le terrain est très bien. Maintenant, sur la question du rituel et la question de l'usage que vous faites du concept de rituel. Alors, encore une fois, en faisant le vieux professeur,
un ethnologue en chambre, un anthropologue en chambre qui a beaucoup compté dans notre discipline, qui s'appelait Marcel Mauss, écrit il y a plus d'un siècle maintenant un fameux texte qui s'appelle « Esquisse d'une théorie générale de la magie » avec son collègue Henri Hubert, et il s'intéresse aux rituels, aux rites plus exactement, dans les sociétés primitives. Et il s'intéresse notamment dans ce texte aux différences qui existent ou n'existent pas entre la magie de nos sociétés primitives et la religion de nos sociétés à nous. Et il dit qu'il y a 3 éléments dans la magie qui sont importants. Il y a les acteurs, dans ce cas-là le magicien, qui est-ce qui se retrouve dans la peau du magicien. Il y a les lieux, très important évidemment, les lieux, et surtout les représentations. Ce que Fiorenza vous avait appelé le récit ou la narration auquel renvoie le rite. Derrière le rite, il y a toujours le mythe dans les sociétés primitives, d'une part, et dans les sociétés primitives aussi, il y a ce que vous n'avez pas évidemment dans les sociétés modernes, c'est-à-dire l'obligation de participer au rite. Quand on fait le rite pour faire advenir la pluie parce que la récolte est mauvaise, quand on fait le rite pour vaincre l'ennemi qui menace aux frontières de la communauté, quand on fait le rite pour chasser la maladie, le coronavirus de l'époque qui n'atteignent pas la communauté, on le fait de manière collective et de manière obligatoire et personne ne peut se soustraire au rite. Là, vous l'avez très bien marqué, dans les rituels que vous avez observés, il reste une liberté qui est donnée aux citoyens, à l'habitant, de participer ou non au rite. Donc là, il y a une différence. Mais alors, si on est d'accord avec les 3 éléments du rite, c'est-à-dire les acteurs qui participent, les lieux dans lesquels les rites se déroulent, par exemple le rite magique, disait Mauss, se déroule toujours un peu dans la forêt, à l'ombre, dans le cachet, alors que le rite religieux se déroule plutôt en plein air, dans l'église, au vu de tous, etc. Donc il y a ces différences-là. Et la question des représentations. Et là, moi, j'ai une première question. Si j'ai bien compris, dans l'atelier de master, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien noté sur ma feuille, vous avez, avec vos étudiants l'année dernière, répertorié 180 rituels qui, à Genève, seraient susceptibles de s'inscrire dans cette thématique de l'inclusion. Et ça m'a absolument stupéfait parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Et quels sont, pour chacun de ces rituels, non pas tellement seulement les thématiques auxquelles ils renvoient, la frontière, le lac, le terroir ou le lien entre musique et mobilité, mais les récits, les représentations qui sont associées à ces rituels. Là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, mais sur lequel j'aimerais avoir plus de choses. Puis la deuxième chose, c'est sur l'exemple que vous avez choisi. L'exemple de Turin, je ne le connais pas, donc je ne peux pas le commenter vraiment. Cet exemple de la saga des géants, c'est quand même une chose assez intéressante. La saga des géants, c'est quoi? Ce sont des marionnettes construites à Nantes par la troupe royale de luxe qu'on importe à Genève pour faire ce grand cortège, ce grand défilé auquel les gens assistent avec beaucoup de joie. On voit ça sur la vidéo. Est-ce que vous avez pu, à cette époque-là, faire un travail de terrain vraiment sur le récit auquel ce défilé des géants renvoie dans la tête des spectateurs? Qu'est-ce qu'ils en retiennent? Comment est-ce qu'ils l'interprètent? Le récit qui est mis en scène, on peut à peu près le raconter, les géants, Gulliver, les Lilliputiens, la grand-mère, tout ça, mais comment est-ce que c'est lu par les personnes qui y participent? Est-ce qu'il y a une différence entre la saga des géants et la Lake Parade à laquelle on a assisté régulièrement ces dernières années, début juillet à Genève, souvent d'ailleurs un peu dans les mêmes lieux sur les quais? Donc, quelle est la nature, quel est le type de réception que font les citoyens de ce type de manifestation et comment eux ils lisent le récit qui leur est proposé? Parce qu'ils doivent le lire, j'imagine, de manière extrêmement différente. Et c'est vrai que dans un travail de terrain, on aimerait en savoir beaucoup plus. Après, sur ces 180 rituels, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis là-dedans. Par exemple, je pensais en vous écoutant, évidemment, je suis genevois, donc je pensais à l'escalade. L'escalade, la fête des Genevois. Hein, on n'a pas le carnaval de Bâle, nous, on a l'escalade. Qu'est-ce que c'est l'escalade? Ce grand récit de l'histoire des Genevois qui ont mis les Français dehors. Mais vous avez déjà, alors on fait venir, moi quand des amis étrangers sont à Genève, ils vont voir l'escalade avec moi, je leur raconte Genève, etc. En même temps, ce qui se dit à l'escalade, c'est épouvantable. C'est tout le contraire de l'inclusion. C'est on a fichu la pâtée. Lisez la déclaration du héros sur son cheval là,
qui fait au molar ou au bout de four, mais c'est épouvantable. Si on a fichu la pâtée à ces foutus Français, alors le Grand Genève, il est très très loin là, l'escalade. On n'en parle plus. On les a battus, c'est terminé, voilà, et on montre les armures, tout ce qu'on leur a chopé. Donc, un rituel qui est par certains égards inclusif, au sens où en effet, il permet à des gens de voir ce que c'est que Genève, les Américains qui sont là pour travailler dans les multinationales ou des organisations internationales, mais en même temps, c'est très très exclusif. Je pensais aussi, est-ce que, par exemple, dans ces rituels, ces 180 rituels que vous avez recensés, est-ce que vous avez inclus des rituels de type sportif? Ou c'est un petit peu la même chose, hein? On fait masse autour du club de foot, moi c'est le basket, autour du club de basket, autour du club de hockey, et quand on a gagné, on dit ici, c'est Genève. Et les Zurichois et les Bernois, rentrez chez vous, on vous a battu, on vous a assez vu, etc. Donc, on est genevois, mais on est aussi pas suisse de ce point de vue-là, hein. Donc, est-ce que ça, c'est des rituels du même type, d'autres types? Est-ce qu'ils sont inclus dans votre échantillon? J'en sais rien. Et puis, alors, dernière thématique, je sens quand même un glissement qui, moi, m'intéresse entre le point de départ de votre recherche, qui est étayé théoriquement, qui vise à faire un travail de terrain autour de cette question de la définition du rituel et de la définition du rituel d'inclusion, et puis le travail plus récent que vous faites, qui relève, à mon avis, plutôt de la recherche-action. Ce que vous faites avec M. Croquet, c'est plutôt ce qu'on appellerait en sociologie de la recherche-action, c'est-à-dire un travail très proche du terrain, dont on attend des résultats, dont on attend des effets en retour, etc., et qu'on ne veut surtout pas confiner à un débat académique ou à un débat scientifique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment vous gérez les deux phases de votre travail, c'est-à-dire la phase plus de recherche au sens classique de la sociologie, de l'anthropologie de terrain, et puis cette recherche-action. Et alors, dans cette recherche-action, il y a évidemment, moi, une question qui m'interpelle beaucoup, c'est la question de l'échelle à laquelle on travaille. C'est à quelle échelle se développent les projets, d'une part, les projets que vous avez engagés avant le confinement, et puis quelle est l'échelle à laquelle se réfèrent les participants à ces projets. Ils imaginent l'inclusion à l'échelle de leur immeuble, de leur appartement, de leur quartier, de la rive gauche, de la rive droite, de la périphérie genevoise, du Grand Genève. À quelle échelle? Ça, je pense que c'est une question absolument importante, parce qu'on sait très bien qu'au niveau des représentations collectives, les individus ne fonctionnent pas du tout aux mêmes échelles. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'est pour vous dire que ça m'a intéressé. Merci beaucoup, André Ducret, pour ces commentaires. Et Fiorenza, choisis un peu où tu veux approfondir. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été touchés. Tout d'abord, merci beaucoup, André, parce que c'est vraiment magnifique. Vous écouter, c'était pour moi vraiment très, très enrichissant et j'ai découvert beaucoup de points en contact. Donc, je me réjouis vraiment de vous avoir dans cette séance. Tout d'abord, vous avez fait référence à Pierre Sanson. Moi, je n'ai pas cité Pierre Sanson, mais c'est vraiment, je peux dire, l'un de mes auteurs phares dans ma formation, parce que vraiment, en poétique de la ville, c'est un texte des années 70, mais je trouve encore d'une actualité, d'une force pour étudier la ville vraiment incroyable. Et moi, j'ai beaucoup travaillé, donc là, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Calvino, bon, Italo Calvino, bien sûr, il y a une proximité qui est due à le fait d'être italien les deux, de l'avoir étudié depuis quand je suis petite, parce qu'à l'école, on étudie Calvino, ou au moins quand j'étais petite, on étudiait Calvino beaucoup. Et effectivement, il y a une réaction, je voudrais dire aussi, un véritable amour de la part des architectes envers Calvino. Renzo Piano, que c'est un archistar, comme on le définit, un architecte italien très, très connu dans le monde, eh bien, il affirme que Calvino, c'est
la référence, pas seulement théorique, mais vraiment imaginaire, fantastique, à ce qu'il va réaliser de manière matérielle avec l'architecture. Donc là, c'est un autre point intéressant. Genève, oui, nous avons choisi Genève parce que c'est simple, on est à Genève et c'est simple de l'étudier, mais ce que je n'ai pas dit pendant ma présentation, c'est que nous, en ce moment, nous avons un projet avec Sandro et Nerea, qui est ici ce soir aussi, qui s'appelle Unique, et c'est une étude sur 7 villes européennes du point de vue de l'accueil et de l'inclusion, qui ne concerne pas seulement les rituels, mais une partie, un volet du projet, c'est sur les rituels. Donc là, Genève, c'est un bon point de départ et un point de repère, mais il y a d'autres réalités qu'on essaye d'étudier et vraiment on essaye parce qu'en ce moment on est congelé, on peut travailler sur la littérature, mais oh oui, j'avais oublié et aussi, excuse-moi, Nerea, cette ville européenne est une ville japonaise, la ville de Hamamatsu, c'est vraiment la spécialité de Nerea. Heureusement, elle connaît le japonais, et donc elle peut vraiment se rendre, elle aussi, quand le confinement sera terminé, à étudier qu'est-ce qui se passe au Japon. Donc, c'est l'intérêt vraiment pour les villes. Vous avez fait référence aussi à Marcel Mauss, que c'est un auteur vraiment important pour l'anthropologie, pour l'étude des rituels. Et c'est vraiment intéressant d'étudier, et c'est une chose qu'on a fait, les rituels dans les sens traditionnels et comme ils ont marché pour longtemps. Ce que nous venons d'ajouter, c'est et là, c'est un grand débat qui concerne l'anthropologie. Qu'est-ce que c'est un rituel? Alors, les théories sont différentes, les positions sont différentes. Est-ce qu'on peut penser à un rituel comme est-ce qu'on peut inclure des événements tels que la saga des géants dans les rituels? Quelqu'un dit non, absolument pas, parce qu'il n'y a pas de répétition. Quelqu'un d'autre dit oui, parce que ce sont des formes de performance. Et là, je trouve que c'est l'intéressant vraiment de pouvoir vraiment analyser, étudier, essayer de comprendre. C'est les défis les plus intéressants pour moi par rapport à ces thématiques. Et la différence entre ce que vous venez de dire, l'obligation. Les rituels traditionnels, c'était vraiment l'obligation. On ne pouvait pas se refuser de participer. Si on pense au rite de passage, là, c'est vraiment... On doit passer pour devenir adulte, on doit faire le rite des passages. Donc, maintenant, c'est autre chose. C'est vraiment la possibilité de choisir et de participer de manières différentes. C'est autre chose. Et là, on va voir comme la définition des rituels change. Dans la recherche qu'on a fait, dans les projets qu'on a qui s'appellent Unique, et dans notre travail qu'on est en train de terminer toujours avec Sandro et un collègue anthropologue, Bob White, au Canada, nous avons réalisé une fiche, un tableau pour essayer de donner à la fin vraiment c'est pas seulement une question de définition, mais vraiment d'aider à comprendre quels sont les éléments importants, caractéristiques d'un rituel. Donc, il y a un travail que je ne pouvais pas présenter dans ce contexte, mais c'est vraiment l'idée de trouver les aspects intéressants dans l'évolution des rituels. Par rapport à 180 rituels, ce sont 180 rituels dans les grands Genève. Donc, ce n'est pas seulement Genève, sinon ce serait un petit peu inquiétant. Et sont des rituels qui ont été repérés de manière généralisée. Donc, ils ne sont pas
tous des rituels inclusifs, il y a des exclusions. Par exemple, vous parlez des événements sportifs. Là, on a vraiment laissé de côté cette dimension pour des questions qui sont des questions aussi, comment dire, des forces et du temps, parce qu'on était un atelier avec un nombre 14 étudiants, un temps plutôt limité d'action, et donc on a choisi d'analyser un certain type de manifestations, d'événements, de fêtes, et il y a bien évidemment des aspects qui vont manquer. Par rapport à la salle des géants et à la réception, là, comme a été vraiment le point de départ, j'ai pas fait un travail du terrain avec les participants. J'ai utilisé seulement comment dire, les textes qui ont été publiés. Il y avait un livre qui est sorti, il y avait un site qui a beaucoup, comment dire, informé avant l'arrivée des géants, mais aussi après avec les commentaires des participants, les photos et tout ça. Donc, c'est plutôt un travail comment dire, pour voir comment peuvent se développer ces types de participation, mais là malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'aller plus en profondeur. L'escalade, bah, là c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'aspect de l'appartenance qui peut être inclusive et exclusive. Et la fête de l'escalade donne vraiment beaucoup de matériel à étudier, à analyser parce qu'il y a des niveaux différents. C'est une fête violente, je trouve, par rapport à cette... comment dire, un rapport avec les Savoyards, mais c'est aussi une fête qui tient ensemble des gens qui participent parce que, comment dire, le côté historique vient mis de côté et c'est vraiment le fait d'être ensemble. La dernière escalade, j'ai participé seulement à un petit événement. Et j'étais vraiment entourée des gens qui ne parlaient pas français, qui parlaient toutes les langues, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Et c'était vraiment cette sensation physique d'être bien à l'aise, content, même si c'était décembre, dans un lieu. Donc là aussi, l'escalade, ce n'est pas un exemple c'est un exemple d'inclusion, mais d'inclusion à différents niveaux. Qui comprendre des moments très exclusifs, très violents, et des moments au contraire plus souples, plus tranquilles. Donc, la recherche-action, comment je tiens ensemble la partie très théorique et la partie plus, comment dire, des terrains. Donc, il y a une raison biographique, je pense, comme disait Sandro, j'ai passé des différents domaines d'études et donc je suis entraînée à utiliser des outils différents pour le travail de recherche. Mais c'est surtout, généralement, moi je suis plus à l'aise avec la théorie que la pratique, mais en ce cas-là, c'est vraiment important d'arriver à ces points-là et la rencontre avec Nicolas, c'était vraiment très, très importante parce que là, on se complète, je voudrais dire, parce que lui, il est le vrai expert de cette dimension des terrains. Et moi, j'apporte mes connaissances et on échange très bien, je trouve. On a déjà fait des petites choses, écrites ou échangées par rapport au travail à faire. Et je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment pouvoir mettre ensemble des compétences différentes,
et d'avoir dans cette manière la possibilité de développer des connaissances. Sur l'échelle, là, par rapport aux attentes des participants, et bien là, je ne suis pas en mesure de répondre en ce moment parce que vraiment, comme on est au début, mais on n'a pas encore commencé, on doit vraiment encore, on a décidé seulement en général quel type de questions on va poser, mais on doit encore beaucoup travailler. Donc, on pourrait se donner rendez-vous d'ici à quelques temps pour en discuter encore. Je vois, je ne sais pas si c'est pour moi, oui, mais on va travailler sur Yuval Turin, ben oui, si tu veux, Sandro, je ne sais pas. Le sport, ce n'est pas vraiment mon domaine. Alors, Matteo Marano, question. Est-ce que lors de l'utilisation des plateformes en ligne dans les projets culturels, on peut parler des rituels délocalisés dans le sens où ils ne sont pas obligatoirement liés à un espace défini? Si oui, quelles conséquences sur les sentiments d'appartenance apportés par ces genres de rituels? Un sentiment d'appartenance en globalité? Donc, ça dépend des rituels. Dans ces cas spécifiques, je ne sais pas si on peut parler des rituels globalisés, mais ce qui peut être partagé, c'est l'idée, c'est les sentiments. Même si je pense qu'il y a un besoin vraiment de participation physique, d'être quelque part enfant et être ensemble quelque part. Mais il y a un autre cas où vraiment la possibilité de ritualiser en ligne, oui, ça donne vraiment un sentiment d'appartenance globale ou alors universel, si vous voulez. Et c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé beaucoup d'années, et ce sont les rituels de commémoration en ligne. Donc, ça concerne la mort, c'est toute autre chose, pas tellement joyeuse. Mais là, vraiment, on voit comme les gens, à travers les numériques, les outils qui se sont développés dans une vingtaine d'années, trouvent vraiment les moyens de partager des sentiments, des douleurs, des pertes, de faire son propre deuil à travers les numériques. Donc là, dans ces cas-là, c'est vraiment un sentiment d'appartenance. Par exemple, les parents qui ont perdu un enfant, pour des raisons différentes, forment des communautés en ligne de soutien. Donc, parce que, par exemple, il n'y a pas la possibilité de le faire physiquement. En ce moment de coronavirus, en plus, pensez-vous à tous les gens qui ont perdu des proches qui utilisent le numérique pour essayer de s'en sortir, de faire le deuil, sinon c'est impossible de le faire. Donc je pense que le numérique a des possibilités énormes dans ce point de vue. Ça dépend du cas. Encore. Oui. Oui. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Oui, bien sûr. Moi, ce que je crains, c'est que si on élargit trop le concept de rituel à toutes les situations où les gens font quelque chose ensemble, alors le concept se perd complètement. Ce que je trouvais intéressant, c'est-à-dire de dire, dans le rituel pour les anthropologues, la communauté comprend ce que fait le magicien, partage le même récit avec lui, et le magicien répète les mêmes gestes pour qu'il arrive à peu près les mêmes choses, que la pluie tombe enfin. Et si le rituel a lieu chaque fois à la fin de l'été parce que la pluie va tomber, alors il fait le même rituel et tout le monde a compris. Dans les rituels contemporains, les individus sont, libres ou non de s'y engager, et les lisent probablement de manière différente. Même cette escalade qui a en effet cette caractéristique de revenir à chaque fois, à chaque année, ça se répète, etc. Donc c'est intéressant. Les rituels aussi, ce que j'appellerais rituel aussi, c'est par exemple quelque chose comme la fête des promotions. Alors on n'ose plus dire ça ici à Genève, on dit c'est la fête des écoles. Tous les petits-enfants qui défilent, les grands-parents comme moi vont applaudir leurs petits-enfants qui défilent à la fin de l'année. Alors on appelait ça fête des promotions, puis le politically correct dit c'est pas bien, donc il faut appeler ça fête des écoles. Voilà, ça c'est un rituel immémorial, de même que l'escalade qui se répète à chaque fois, etc. Comment est-ce que les individus lisent ce rituel, qui est un rituel collectif, d'institution dans ce cas-là, parce qu'il y a l'institution scolaire qui est derrière. Alors dans ce cas-là, je pense que ça peut fonctionner assez bien.
Mais si on étend trop la catégorie de rituel, alors je ne sais pas, moi je vois des jeunes qui font un botellone là sur les quais à côté de chez moi et je dis voilà, c'est le rituel, ils se bourrent la gueule tous les samedis avec je ne sais trop quelle idée dans la tête. Mais bon, ça devient un petit peu trop, le concept devient trop, vous voyez, trop extensif. C'est pour ça que je trouve intéressant d'essayer de le restreindre et puis vraiment de travailler sur la dimension de la narration, de la représentation. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme récit à chaque fois? Oui, là, c'est un aspect important du récit. Ce qui intervient dans les rituels contemporains, c'est la dimension des performances. Alors, comme c'est superpose les deux, évidemment, la performance, là, par exemple, c'est un terrain sur lequel Victor Tourner a travaillé beaucoup. La performance élargit les sens et la limite aussi du rituel. Ça donne des problèmes, évidemment, comme vous dites, parce que ça devient difficile de faire la différence entre ce qui est un rituel et ce qui est rien d'autre, ou c'est seulement répétition des gestes, ou alors une autre forme. Là, c'est un grand défi, je trouve, parce que c'est parfois les éléments, comment dire, extérieurs ne nous aident pas vraiment à comprendre. On doit faire une analyse très approfondie, et c'est là que je pense que c'est l'aspect intéressant des champs d'études qui, en ce moment, prend beaucoup, je dirais, tout mon temps des recherches. Mais merci, c'est très intéressant. Je vois une dernière question que Sandro vient de me poser, un mot sur les rituels qu'on voit tous les jours liés au Covid-19, applaudissements et tout cela. Bon, donc là, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai écrit aussi un petit texte sur le sujet. C'est un rituel intéressant parce que là, c'est un rituel spontané qui apparemment a un destinataire très précis, les personnels soignants, les médecins, tous les gens qui s'occupent de nous pendant sont occupés de nous pendant les confinements, mais c'est aussi autre chose parce que c'est la possibilité de s'exprimer physiquement avec des moyens physiques dans un moment où notre physique, notre corps, aujourd'hui moins, mais jusqu'à quelques semaines, c'était vraiment comme ça, de s'exprimer, d'être dans un lieu, dans un espace mi-public, je voudrais dire, parce que les balcons, ce sont vraiment des espaces privés, mais ce sont aussi des possibilités de se montrer à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une modalité pour avoir un échange physique dans un moment où c'est très difficile et nous sommes un petit peu, comment dire, possédés par Zoom et tous ces moyens de ce genre. Mais c'est encore, il y a encore une autre dimension d'après moi, comme normalement, dans une définition classique des rituels, par exemple Durkheim, les rituels interrompent un ordre, une linéarité quotidienne avec l'effervescence et tout ça, pour rétablir à la fin l'ordre d'une société. J'ai remarqué que dans ce moment où l'ordre, on l'a un petit peu perdu parce qu'on vit dans l'incertitude, on ne sait vraiment pas où on est, où on va, on espère qu'on s'en sort très bien, donc on est plutôt dans l'incertitude et pas vraiment dans un rythme banal ou anodin qu'on est habitué. Eh bien, ce moment qui dure pas plus que 3 minutes le soir, c'est un moyen pour donner un rythme à un moment, une période qui n'a pas de rythme. Et ça va passer. Je pense que la vie, j'espère très fortement, redevient plutôt normale et les virus nous laissent un petit peu il nous laisse respirer. Je pense qu'il n'est plus nécessaire et c'est quelque chose qu'on va perdre. Mais ce n'est pas une perte très grave, au contraire. J'espère d'avoir répondu aux questions de manière
suffisamment clair. Merci Je vous beaucoup. remercie surtout. Merci beaucoup Fiorenza Gamba, merci beaucoup André Ducret, merci beaucoup Nicolas Croquet pour s'être prêté au jeu, les dernières deux, de faire le discutant dans un meeting Zoom. On doit arrêter ici pour le cycle de conférence. On va continuer, je suis sûr, à discuter ensemble sur toutes ces questions. On prévoit, c'est important, un livre avec toutes les interventions, évidemment des interventions qui seront nettoyées, mises à jour, etc. Ce sera une autre chose de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. On va sortir déjà d'ici quelques jours avec un livre, si vous avez envie de nous lire avant. C'est un livre sur le COVID-19. C'est une première ébauche de ce qui sera la première page de ce livre. Vous voyez que vous pouvez lire du Fiorenza Gamba, qui est éditrice principale de ce livre. Vous pouvez lire des gens que vous connaissez bien, Jean-Michel Bonvin, Claudine Berton-Jangros, Mathilde Bourrier, Eric Wittmer, Tony Ricciardi, Marco Nardone, des gens que notre petit public qui s'est réuni aujourd'hui ici connaît très très bien. Donc, pub avant de finir. On vous remercie encore tous et toutes et j'espère qu'on se voit face to face the next time we will be together. Sandro, Oui. excuse-moi, mais je voulais moi aussi dire merci, bien sûr, à André Ducret, à Nicolas Croquet. C'était vraiment très passionnant d'échanger avec vous. Mais surtout, je voulais aussi remercier personnellement tous les étudiants du master, excusez-moi, qui ont participé à toutes les séances. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont présenté les participants. Ça a été vraiment un travail immense, très très bien fait et très important pour nous parce que c'était vraiment un moyen pour rester ensemble à ce moment pas trop facile. Anérea aussi, elle n'est pas l'étudiante des masters, mais aussi elle a participé. Ça a été vraiment très très important pour nous. Bon, j'ai terminé. Merci. Au revoir tout le monde.